le monde que les marchands vont créer. Autour du XVIIe siècle, on assiste à un certain phénomène, un boom de création des colonies dans les différentes parties du monde. Des colonies sont créées dans les Amériques et même en Asie. Les Hollandais, qui ont une présence en Amérique du Nord, c'est-à-dire à Manhattan, et également en Asie, à Jakarta, vont changer la notion de colonie. Les Hollandais vont prendre la colonie et l'amener à une étape supérieure. Contrairement aux Espagnols ou aux Portugais, qui vivaient principalement de braquage et de pillage. Le matin, par exemple, quand tu te réveilles, tu prends tes différentes drogues, à savoir le café, le thé, le sucre. Tu prends ça pour garantir. Mais il a fallu un long processus pour que ces produits se retrouvent sur ta table. Ce sont les marchands qui ont créé ce processus. Ce sont les marchands, par leur volonté, qui ont créé cela pour que les produits arrivent sur ta table. Parce que ces différents produits à l'époque étaient considérés comme des biens précieux. Surtout les épices, hein, c'est des biens de luxe, des biens qu'on ne trouvait pas partout. Et les Hollandais, avec la création de leur compagnie, la compagnie de l'Est, changent la notion de la colonie. C'est-à-dire que ces biens qui étaient considérés comme des biens luxueux et précieux deviennent des biens de consommation courante. Donc, dans les compagnies que les États, par exemple, créent, l'État vend un agrément aux différents marchands, l'État vend le monopole aux marchands. Les marchands achètent ce monopole et reversent un revenu à l'État. L'État utilise ce même revenu pour acheter des armes, pour acheter des navires de guerre, pour protéger le monopole de ces mêmes marchands. Donc on voit qu'il y a un lien très soudé et étroit entre la classe dirigeante et la classe marchande. Parce que l'État, également pour lever des fonds, où il ira? Il ira sur la place boursière, qui est également une invention des commerçants. Sur cette place boursière, on pouvait lever les fonds. L'État va émettre des bons. Et ce sont les mêmes marchands qui vont acheter ces bons pour que l'État puisse utiliser cet argent pour s'armer et conquérir encore d'autres espaces et encore protéger les différents monopoles. L'un des effets pervers du colonialisme, c'est d'enlever la capacité d'autosuffisance des différentes populations. Parce que les populations qui sont en train de produire des biens qui ne servent même pas à leur propre consommation. Parce que tout simplement, la colonie, c'est ça, hein? C'est une région d'une partie du monde qui produit des biens pour la consommation d'une autre partie du bien. Donc, les différentes populations qui sont soustraites de leur capacité d'autosuffisance, qui sont également soustraites des terres arables, ce qui les reste pour s'autosuffire, pour payer leurs biens de consommation, ils vont recourir à ce qu'on va appeler un marché. Le marché, ce n'est pas une création nouvelle, hein. Les marchés existaient déjà, parce qu'il y avait déjà le commerce des biens également. Alors, les différentes populations, en produisant, peuvent sur ce marché échanger ces différents produits contre des produits qui les servent à eux pour leur propre subsistance. Et dans le cas contraire, ils vont offrir leur temps, c'est-à-dire le travail. Ils vont travailler pour un employeur qui va les reverser un revenu pour qu'ils puissent à leur tour, sur ce même marché, acheter des biens pour leur propre consommation. Le colonialisme a un lien très étroit avec la division internationale du travail. Division internationale du travail, il ne faut pas qu'on panique là. Hein. On essaie de l'imaginer à une échelle beaucoup plus petite. Adam Smith l'avait déjà décrit. En observant par exemple une usine de fabrication de brosses, il se rend compte que si chaque tâche est déléguée à un ouvrier spécifique, on pouvait augmenter la productivité. Contrairement à l'artisan qui devait produire toute la brosse du début jusqu'à la fin. Adam Smith imagine par exemple ceci. Si par exemple il y a un ouvrier qui s'occupe de ramasser le fer, un deuxième par exemple pourra l'effiler, un troisième ouvrier le tailler et le quatrième pourra l'assembler. Et par la suite, on pourra l'emballer et pouvoir vendre tranquillement ce produit. Ça, c'est l'augmentation de la productivité. Ça veut dire tout simplement qu'en une heure de travail, on est capable de produire beaucoup plus de brosses, contrairement à l'artisan seul qui devait faire tout le travail tout seul. Donc, ça, c'est une échelle beaucoup plus petite, une division du travail. Maintenant, imaginons-le à une échelle beaucoup plus grande, qui serait une division internationale
du travail. C'est-à-dire que d'entières régions seront spécialisées dans la production de certains biens. Par exemple, en Virginie, ils vont produire le tabac. La canne à sucre, on la retrouve dans les Caraïbes. Les compagnies créées en Europe, parce qu'on assiste à un phénomène qu'il ne faut pas oublier, qu'il y aura une grande concentration du capital en Europe. Parce que eux, les promoteurs des différentes colonies, il y aura une grande richesse qui va s'accumuler. Un capital va s'accumuler. Beaucoup d'argent va circuler en Europe. Mais la richesse n'est rien d'autre que le surplus de la production au-delà de ce qui est nécessaire pour sa propre survie. Donc tout surplus qui sera au-delà de ce qui est nécessaire pour sa propre survie sera considéré comme la richesse. Et les Européens vont emmagasiner vraiment de la richesse. Parce qu'ils ont les colonies, ils exploitent les esclaves qui vont produire et produire beaucoup plus. Et ce surplus de production sera vendu de telle sorte qu'ils ont un grand gain, ils ont un grand revenu et également ils ont accès aux différentes mines. Les mines d'argent qui se trouvent en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Donc ils vont exploiter intensivement ces différentes mines. Le capital va vraiment se concentrer et se regrouper en Europe. Ça, c'est un monde qui est créé. Et de là, dans les différentes compagnies qui sont créées, et ce sont des compagnies des marchands, ce sont les marchands qui achètent, qui achètent ces différentes compagnies, qui achètent l'agrément, qui achètent le monopole. Et ces mêmes compagnies vont devenir des biens à leur tour. C'est-à-dire que sur la place boursière, on peut acheter et même vendre une compagnie. Et de là va naître une certaine spéculation. Un certain type d'opérateur économique va naître. Les brokers vont naître parce qu'ils vont exploiter justement cet avantage en vendant et en achetant des compagnies de telle sorte pour se faire un grand revenu, pour se faire une grande fortune. Et les compagnies qui vont beaucoup plus se bénéficier de ce phénomène d'achat et de vente des différentes compagnies seront les compagnies d'assurance. Parce qu'il fallait assurer le commerce outre-mer. Des compagnies vont naître pour assurer d'autres compagnies pour pouvoir faire le commerce outre-mer. C'était un commerce très risqué parce que ça se faisait sur de très longues distances et avec des risques de piraterie et des risques de perte de marchandises. Et pour minimiser ces différents risques, les compagnies d'assurance vendent une partie de leur compagnie pour minimiser les risques. Et également, ils pouvaient également vendre ou acheter, ils pouvaient également vendre une partie également pour se faire beaucoup plus de revenus. Donc les sociétés d'assurance, les compagnies d'assurance vont exploiter ce créneau et se faire s'emmagasiner beaucoup d'argent. L'État qui avait ces différentes colonies et les marchands qui avaient beaucoup plus de capital, à un certain moment, l'autorisation tacitement ou volontairement sera donnée aux différentes compagnies de pouvoir posséder à elles, à leur tour, des colonies. Donc, on peut dire, pour paraphraser, on aura des colonies publiques, c'est-à-dire des colonies qui vont appartenir à l'État, à la royauté, et des colonies privées qui vont appartenir aux différents. Et pour continuer justement d'assurer la subsistance et la croissance de ces différentes colonies, l'État aura toujours besoin des marchands en émettant des bons. Et ce sont les mêmes marchands qui vont acheter ces mêmes bons pour permettre à l'État de pouvoir continuer toujours à les protéger et de pouvoir toujours avoir beaucoup plus de revenus. En Europe, autour du XVIe siècle, ils sont toujours en train de se battre. Ce sont des guerres de religion en Europe. Donc les protestants et les catholiques sont en train de se massacrer. Et il y avait les réformistes et les contre-réformistes également qui étaient en grande bataille. Donc toute l'Europe était en feu. Il a fallu à un certain moment signer un traité. Ils vont signer un traité, le traité de Westphalie, en 1648. Ce traité est signé. L'objectif de ce traité, c'était quoi? C'était de délimiter les différentes frontières des États européens. C'est-à-dire savoir qui a sa frontière qui s'arrête à un niveau donné et pour ne pas empiétrer et rentrer dans les territoires d'un autre État.
il y aura naturellement la paix en Europe parce qu'ils vont signer ce traité. Mais la violence et la guerre vont s'exporter ailleurs. Donc, il y aura une certaine délégation de la guerre. Les guerres se feront là-bas. Les combats se feront dans les océans, mais par délégation. Et les États vont utiliser, ils vont se servir du service des différents pirates pour faire ces différentes